parle d'un gars qui a perdu sa blonde. Pourquoi tu me regardes? I went to the doctor, he says I'm alright. Oh, he's lying 'cause I'm losing my sight. Shoot at the semen, the eyes of my mind. 20/20 vision and walking around blind. Sur les berges de la rivière Sainte-Anne à Saint-Alban, par un bel après-midi d'été, tu t'apprêtes à écouter un spectacle de Wabo Barbecue. Sous le soleil, l'instant est magique et tu te dis que ça ferait une bonne introduction pour le 6e épisode d'Histoire d'eau. Tu sais que c'est un privilège de pouvoir profiter d'une rivière accueillante. C'est vrai, en plein été, l'eau de la rivière est chaude. Son débit est habituellement bas et constant. 20/20 vision and walking around blind. Tu essaies de pas trop y penser, mais tu as encore en toi les images des inondations causées par la Sainte-Anne au début de l'été. Puis aussi celles de l'année passée, et aussi l'autre d'avant. Les inondations sont un phénomène récurrent pour les riverains. À Saint-Alban, comme à Saint-Anne-de-la-Pérouse, Saint-Casimir, Sainte-Christine d'Auvergne ou Saint-Raymond, il y a des gens qui vivent sur le bord de la Sainte-Anne. Des gens qui subissent les sautes d'humeur de la rivière. À l'occasion, la rivière nous rappelle que c'est nous qui avons élu domicile chez elle, pas le contraire. You just couldn't know her the way that I do. You say that she's wicked and maybe it's true. One thing I do know is she's Bienvenue à Histoire d'eau. Aujourd'hui, sur les berges de la Sainte-Anne, on remonte le temps et on va découvrir un événement majeur, une grande inondation qui s'est tenue il y a environ 10 000 ans et qui a mené à la création des rivières et de leurs bassins versants tels qu'on les connaît. Ensemble, on va s'intéresser à la pierre qui orne les bords de la Sainte-Anne et on va écouter ce qu'elle nous dit de l'histoire géologique de la rivière et de son entourage. not happy as she's there with you. The eyes of your heart will have trouble like mine. 20/20 vision and walking around blind. 20/20 vision and walking around blind. 20/20 vision and walking around blind. Depuis le premier épisode d'Histoire d'eau, on a beaucoup utilisé le concept de bassin versant. Mais toi et moi, on ne s'est jamais vraiment arrêté pour définir c'est quoi un bassin versant. Avant de remonter dans le passé, on va faire un arrêt au bureau de la CAPSA, l'organisme de bassin versant en charge de la Sainte-Anne. On va rencontrer Chantal Leblanc qui va nous expliquer c'est quoi un bassin versant et pourquoi le territoire québécois a été divisé en zones de gestion par bassin versant. Ah, salut Charles! Ça va bien? Oui. Ben, dis donc. Mais dans le fond, ici, on est dans les bureaux de la CAPSA. On est situé à Saint-Raymond parce que c'est vraiment au cœur, dans le fond, du bassin versant de la rivière Sainte-Anne, le premier cours d'eau là, pour lequel la CAPSA s'est dédiée à sa création. En fait, le bassin versant, là, c'est le territoire géographique drainé par un cours d'eau principal. Comme, finalement, il se délimite par la crête des sommets. Tu peux imaginer là, à vol d'oiseau, dans le ciel. Là. Ton bassin versant, c'est comme un grand bol. Puis toute la pluie qui tombe dans ce bol-là va cheminer, à un moment donné, va se retrouver dans un cours d'eau principal. Fait que là, on parle, par exemple, de la rivière Sainte-Anne. Bien, tout le territoire géographique, dans le fond, qu'elle va drainer, c'est son bassin versant. Donc, ça ne suit pas les limites municipales, les limites administratives, ça suit vraiment les limites géographiques naturelles des bassins de drainage, des rivières ou d'un cours d'eau ou d'un lac. En fait, bref, toutes les entités hydrographiques là, ont leur bassin versant.
En faisant de la gestion par bassin versant à partir de 1992, finalement, la CAPSA a été un des premiers organismes pionniers au Québec dans une approche par bassin versant. On a à peu près 4-5 organismes qui étaient vraiment pionniers. Puis au début des années 2000, quand est arrivée la politique nationale sur l'eau, il y avait à ce moment-là 33 organismes au Québec qui étaient reconnus pour faire de la gestion de l'eau par bassin versant, dont la CAPSA était dans cette liste-là. Mais comme je disais tout à l'heure, à partir de 2009, avec la nouvelle loi qui affirmait le caractère collectif de l'eau, là, on est passé en tout à 40 organismes au Québec qui fait de la gestion par bassin versant. Puis tout le Québec méridional, toutes les rivières qui se jettent au fleuve, dites-vous, qui sont sur le territoire d'une zone de gestion de l'eau par bassin versant dont un organisme est associé. Mais à partir de 2009, quand est arrivée la loi québécoise sur l'eau, puis que le gouvernement du Québec a voulu vraiment que tout le Québec, le sud du Québec, soit couvert par des organismes de bassin versant, bien, c'est là que la CAPSA s'est vue greffer, je peux dire, un plus large territoire que le bassin versant de la Sainte-Anne. Que là, on a vu s'ajouter le bassin versant de la rivière Portneuf, puis toutes les petites rivières qui jettent au fleuve entre Portneuf et Sainte-Anne-la-Pérade, là, qu'on appelle le secteur de la Chevrotière. L'importance de travailler par bassin versant, c'est qu'on sait très bien que c'est ce qui se passe en amont ou en aval, quand on parle d'eau, mais ça va, ce qui se passe en amont peut avoir un impact en aval. Puis ce qui se passe en aval aussi, les décisions qui sont prises, les actions faites, peut avoir un impact en amont. La gestion par bassin versant, ça permet d'intégrer toutes les activités humaines qui font usage de l'eau, qui sont en lien avec l'eau, puis de prendre en considération les actions, les décisions, les activités pour que tout, dans le fond, se fasse de manière harmonieuse. Sur la Sainte-Anne, on trouve des centaines de riverains. 5 municipalités, des barrages, des vieux moulins, une brasserie, un casse-croûte, un golf, un parc régional, des activités forestières et agricoles, ainsi que de la villégiature. Et puis là, je te parle juste des environs immédiats de la rivière. Son bassin est bien plus grand que ça, puisqu'il couvre un immense territoire d'environ 2700 km². 18 000 personnes se partagent le bassin versant, et c'est pour coordonner les usages qu'on a créé un organisme de bassin versant. L'été, le débit de la rivière est habituellement de moins de quelques dizaines de mètres cubes par seconde, ce qui rend la rivière navigable et permet d'y pratiquer une foule d'activités. Par contre, lors des grandes crues, le débit peut atteindre près de 1000 mètres cubes par seconde. Seulement à Saint-Raymond, depuis 1893, la rivière est sortie de son lit et a inondé les résidents plus de 70 fois. En 2014, 500 propriétés ont été inondées et la rivière a causé pour plus de 4 millions de dollars de dommages. À Saint-Raymond, on a installé des marqueurs de crues pour noter la hauteur des crues du passé, pour ne pas oublier ce dont la rivière est capable. Mais malgré nos inquiétudes et les destructions périodiques, le débit de la rivière est relativement stable depuis environ 10 000 ans, c'est-à-dire depuis la fonte de la dernière glaciation. Comme on va le voir plus tard, le bassin versant de la Sainte-Anne a été créé à ce moment après une inondation colossale, plus terrible que tout ce qui est possible d'imaginer. S'intéresser à l'histoire géologique de l'eau permet de relativiser nos problèmes et nos souffrances. Il est généralement admis qu'il y avait déjà de l'eau liquide sur Terre il y a 4,4 milliards d'années. Ça nous mène au jeune âge de notre planète, à une époque que les géologues ont nommée le Précambrien. Le volcanisme était omniprésent, les continents et les océans étaient en formation. C'est il y a environ 400 millions d'années que s'est formé un océan qui a laissé des traces dans le bassin de la Sainte-Anne.
C'est au fond de l'océan Iapetus, à une époque qu'on nomme l'Ordovicien moyen, que s'est formée la pierre calcaire qu'on retrouve sur les berges de la rivière Sainte-Anne, à Sainte-Anne-la-Pérade, Saint-Casimir et Saint-Alban. Cette pierre est présente partout dans les basses-terres du Saint-Laurent. Iapetus était fréquenté par des animaux marins primitifs, et le calcaire qu'on trouve dans la région est donc riche en surprises. On y trouve beaucoup de fossiles, mais aussi des objets plus rares, comme des géodes. Cette géode a été trouvée dans le calcaire à Deschambault-Grondines. Son cristal principal, en calcite, fait 2 cm de large. Pour former une géode, ça prend 3 choses. De l'eau, du temps et un interstice préalable qui a été ici fourni par un fossile. Ça ici, c'est peut-être un bivalve ou un brachyopode. On va essayer. La recherche de fossiles, ça peut être un loisir pour certains, mais une vocation pour d'autres. À Saint-Alban, nous avons rencontré un véritable chasseur de fossiles. M. Richard Carbonneau a réuni chez lui une collection exceptionnelle qu'il a patiemment récoltée dans le calcaire des basses-terres du Saint-Laurent. Puis j'ai passé ma vie, au-dessus de 30 ans, à visiter les carrières, 120 carrières différentes que j'ai explorées. Puis j'ai ramassé probablement la seule collection de référence qu'il y a des fossiles des basses-terres du Saint-Laurent. Puis un jour, j'ai trouvé un flexcalimène, c'est un trilobite. À partir de là, j'ai commencé à en ramasser. Nous autres, à tous les fins de semaine, on partait, puis on prenait une place, une carrière, quoi que ce soit, là, puis on passait la journée. Les calcaires, c'est pas minéral, ça. C'est biologique. C'est tout l'amoncellement des coquilles d'animaux qui vivaient. C'est ça qui a fait du calcaire. C'est les seuls indices de l'histoire de la vie. Il n'y en a pas d'autres. Si tu veux savoir comment la vie s'est déroulée dans l'histoire, c'est à partir de la roche. Tous les indices sont dans la roche. Il n'y en a pas d'autres. Au cours de sa longue carrière de chasseur de fossiles, M. Carbonneau a réuni environ 10 000 spécimens et selon lui, il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. On lui a demandé quels sont ses conseils aux aspirants chasseurs de fossiles. Je prendrais un bateau puis je ferais toute la rivière parce qu'il y a des affleurements rocheux sur toute la longueur. Puis la rivière Jacques-Cartier, c'est pareil. Mais ça, j'ai pas eu la chance de faire ça. Mais ça, c'est tout à explorer, ça. Je suis certain qu'il n'y a jamais personne qui l'a fait. Tu trouveras pas de fossiles dans les chemins battus. Tu vas trouver des fossiles là où personne n'est allé. Nous autres, ça nous permettait d'aller dans la nature, puis qu'est-ce qu'on trouvait dans les carrières, ça nous occupait du matin au soir. Puis c'était pas fini la journée. Les fossiles qu'on ramassait, on les ramassait, on les amenait à la maison, puis on les préparait, on essayait de les identifier, et ainsi de suite. C'était la passion de ma vie. L'automne s'étire, les semaines passent et la neige arrive. L'océan Iapetus a disparu, les aires géologiques aussi ont passé, et le climat terrestre s'est refroidi. Mais le calcaire est encore là, du moins en partie. Il y a 2,5 millions d'années débutait l'ère du Pléistocène. De grands glaciers ont alors envahi à répétition le territoire de ce qui est aujourd'hui le Canada, dans une succession de glaciations et de déglaciations. Les glaciers ont alors entrepris leur long travail, modelant le paysage, façonnant les montagnes sous leur poids. Géographe et spéléologue, François Gélinas connaît bien l'histoire géologique de la rivière Sainte-Anne. Il y a 10 000 ans, fondait la dernière glaciation. Une glaciation, c'est des kilomètres de glace qui sont exactement à l'endroit où je suis. Imaginez qu'au-dessus de ma tête,
plusieurs centaines, sinon des kilomètres de glace. Donc un véritable grand glacier, comme on en voit sur les cartes au Groenland ou comme on en voit en Antarctique. Alors, c'était ça le paysage ici. Tout le paysage actuel est issu de la glaciation. Tout ce qu'on voit, tout ce que vous voyez quand vous vous promenez chez vous, si vous creusez dans votre jardin ou si vous allez dans la forêt ou si vous allez sur le bord d'un lac au chalet, quoi que vous faites, le glacier est toujours présent. Quand on parle de glacier, on dit que les glaciers ont 1 million d'années, le début de la glaciation, jusqu'à ce qu'il y ait environ 10 000 ans. Alors, pendant toute cette époque-là, il y a eu des glaciers qui ont fondu, qui sont venus, qui ont fondu, qui ont venu, qui ont fondu, qui sont venus. Je ne pense pas qu'il y en ait une autre qui va revenir, puisqu'on a changé, nous, êtres humains, on a changé le climat, puis on ne s'en va pas vers une glaciation. Mais s'il n'y avait pas eu d'êtres humains, on peut imaginer qu'il y aurait une autre glaciation qui serait venue, puis ça, c'est des mécanismes qui sont toujours un peu, on a des hypothèses qui les expliquent, mais on n'a pas la réponse précise pourquoi ça s'est englacé ou pas englacé. Tu parlais d'inondations qu'il y a eu dans la région. Bien, si on se reporte à plusieurs centaines et même des milliers d'années, des inondations et des paysages complètement chamboulés par la nature, bien, il y en a eu. Après la glaciation, il y a une mer qui s'est installée. Donc, j'étais ici dans le fond d'une mer froide, une mer près d'un glacier. Et tout ça s'est disparu pour arriver aujourd'hui avec un paysage qu'on voit, mais ça a laissé des traces. Puis si vous faites attention, si vous regardez le paysage, vous allez voir des traces de ce glacier-là. Le poids de cette glace-là est tellement important que la croûte terrestre s'est enfoncée sous le poids de la glace. Elle est descendue. Et quand la glace a fondu, bien, la mer a envahi le territoire. Une mer grise, une mer froide, qu'on a appelée, que les géologues, que les géographes, les géomorphologues, c'est-à-dire que ceux qui s'intéressent à la forme, ont appelé la mer de Champlain. Donc ici, on imagine une mer froide, une mer grise, une mer importante, qui n'était pas si profonde. À ce moment-ci, on devait avoir une centaine de mètres d'eau au-dessus de la tête. Et dans cette mer-là, bien, il y avait des dauphins, il y avait des baleines, il y avait des coquillages. Ce qui fait que si vous suivez l'actualité, il y a quelques années, on avait trouvé un beluga près de Joliette. Alors, ce beluga-là vivait dans une mer. Possiblement qu'à partir de, quand on va vers le lac Long, on arrive dans les montagnes, c'était pas une mer très profonde, fait qu'en haut des montagnes, on avait des îles, puis on commençait à être à pied sec à cet endroit-là. Tranquillement, la glace ayant fondu, bien, la croûte terrestre remonte. Et c'est là où, tranquillement, pas vite, ça s'est dégagé. L'eau, la mer s'est retirée. Ça a duré 2000 ans, à l'époque de la mer. Et quand, là, imaginons, là, la mer est partie, on est dans un paysage arctique. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de végétation. Il y a des rivières, il y a des marécages partout. Il y a de l'argile, il y a de la boîte. C'est un terrain particulier. Et cette glace-là, tranquillement, la forêt s'établit, les rivières commencent à couler. La rivière Sainte-Anne a existé très rapidement, mais elle était en amont. Elle était beaucoup plus loin, juste parce qu'elle se jetait dans la mer. Ce qui fait qu'ici, on va trouver du sable, ce qu'on appelle un delta. Et elle coule au départ en surface. Elle coule vraiment en surface. Puis, la croûte continue à monter. Au fur et à mesure que cette croûte-là monte, la rivière entaille la roche. Puis c'est une roche de calcaire qui est intéressante, c'est que si je mets de l'eau dessus, puis j'attends un peu, enfin, j'attends beaucoup de temps, quelques centaines, millions d'années, je vais réussir à dissoudre la roche. Un peu comme du sucre dans du café ou du sel dans de l'eau, ça fond, ça se dissout. Alors, c'est comme ça que la rivière s'est encaissée ici, qu'elle a créé ce magnifique canyon-là. C'est l'action de l'eau qui a dissous la roche pour creuser le canyon. Si vous vous demandez la question, combien ça a pris de temps à passer du haut jusqu'en bas, donc ici, dans le canyon de Rivière-Sainte-Anne, c'est 15-20 mètres de dénivelé, bien, c'est 8000 ans. Donc, du retrait des glaciers, l'établissement de la rivière, l'encaissement, 8-10 000 ans. C'est après la fonte des glaciers et le retrait de la mer de Champlain qu'ont été créés les bassins versants et leurs nappes phréatiques. Normalement, la nappe phréatique est formée par infiltration de l'eau et on trouve rarement de véritables rivières souterraines. La grotte Le Trou du Diable de Saint-Casimir fait toutefois exception. C'est une des plus longues grottes qu'on trouve au Québec. Ses galeries totalisent environ 1 km. Elle a été taillée dans le calcaire par l'eau de la fonte des glaciers.
Elle a donc environ 10 000 ans. Descendre sous terre, c'est entrer dans un autre monde où les règles sont différentes de celles de la surface, où le temps s'écoule plus lentement. Taillé depuis 10 000 ans par un petit affluent de la rivière Sainte-Anne, le Trou du Diable est une grotte très jeune, comme d'ailleurs toutes les grottes qu'on trouve au Québec. Le poids des glaciers du Pléistocène était si important que toutes les grottes plus anciennes ont été écrasées. Une visite au Trou du Diable, c'est l'occasion de constater le patient travail de dissolution de l'eau qui a taillé la paroi de haut en bas. La grotte est toujours active aujourd'hui et continue de se former, mais à un rythme plus lent. À plusieurs endroits, l'eau saturée forme des coulées et des stalactites, qui sont en réalité de petites sculptures de calcite. Mais les grottes ne sont pas les seuls souvenirs que nous possédons de la glaciation et de la mer de Champlain. Le sable et l'argile qui recouvrent le calcaire dans certains secteurs ont été laissés par la mer. En plusieurs endroits, les sédiments se sont accumulés sur plusieurs mètres. Ce sont ces accumulations de sédiments qui ont rendu possible le glissement de terrain de 1894 à Saint-Alban, le plus important de l'histoire canadienne. 5 km de terrain ont été emportés sur une profondeur de 50 mètres. 4 personnes ont péri dans l'événement. Mais évidemment, toi et moi, on passe pas notre temps à penser aux forces géologiques qui est à l'origine des bassins versants. On passe plutôt notre temps libre à se prélasser et à voir des amis. Des fois, on se retrouve sur le bord de l'eau pour un show de Gab Pocket. Des fois, c'est d'autres choses, à d'autres endroits. Mais rappelle-toi que peu importe où est-ce que tu te trouves, tu es toujours dans le bassin versant d'une rivière. Et si le mauvais temps te déprime, dis-toi que c'était bien pire, il y a 10 000 ans.